aux États-Unis, il y a des choses dites assez franches et assez brutalement, et j'aimerais dire en conclusion, parce que je vois que l'heure tourne, que ce que vous dites, c'est pas tellement des secrets. Vous n'allez pas fouiller des poubelles en ayant une cagoule la nuit, etc. C'est des choses qu'on peut trouver aussi sur des sites très très officiels des États-Unis, comme la Rand Corporation, qui est un bureau d'études qui sert à l'armée des États-Unis et aux différents organes. Et là, on a échangé ces derniers jours sur une publication de la Rand, dont je montre la couverture en anglais, Overextending and Unbalancing Russia, ce qui veut dire donc comment déstabiliser la Russie et comment l'obliger à aller plus loin qu'elle ne voudrait. Et il y a donc 20 pages de conseils pour, je vais dire, embêter la Russie, et vous devez savoir qu'embêter est un mot trop poli. Et donc, ils analysent toute une série de mesures en donnant des codes couleurs pour voir ce qui coûterait cher, ce qui est risqué, ce qui peut rapporter. Et ce que je vois, c'est que c'est une brochure qui a été faite avant le conflit, dans lequel on voit que les conseils au régime des États-Unis sont de fournir une aide mortelle, lethal aid to Ukraine, donc des armes de combat, d'augmenter le soutien aux rebelles syriens, donc des milices islamistes, dites islamistes. Il y a des mesures pour le Bélarus, pour le Sud-Caucase, pour l'Asie centrale. On est quand même obligé de penser à la tentative de coup d'État au Kazakhstan et aussi à la Transnistrie. On en parlera un autre jour si on a l'occasion. Donc là, on voit quand même que ce qui se passe n'est au fond qu'une des mesures, à côté d'une série d'autres, la brochure a 20 pages, qui sont pour vraiment affaiblir, provoquer la Russie et en fait ramener les Alors, États-Unis au centre du jeu mondial. à la question, donc Rand Corporation, d'abord, c'est un think tank qui a été créé juste après la Deuxième Guerre mondiale pour réfléchir à la stratégie nucléaire américaine. Ça a été un think tank créé par l'US Air Force à la base, parce que c'était eux, évidemment, qui portaient les bombes nucléaires à l'époque, c'était eux qui avaient les bombardiers. Et il fallait réfléchir à la stratégie nucléaire. Et depuis, c'est devenu un peu le think tank stratégique du gouvernement américain. Et ce que vous citez, il y a deux publications, en fait, de la Rand Corporation qui concernent la Russie. Il y en a celle que vous citez, que j'ai citée aussi dans mon livre sur Navalny et que je cite d'ailleurs dans mon livre aussi sur Poutine. Pour ceux qui le liront, il sera disponible à partir de la semaine prochaine. Mais il y a vraiment cette idée d'affaiblir, si vous voulez, c'est une sorte de, comme on disait dans les entreprises, quand on met de côté un employé, on lui parle plus, il y a un terme pour ça, maintenant La terme mise au m'échappe. placard. C'est pas seulement la mise, il y a un terme anglais qui définit très bien. C'est pas bashing, c'est pas ça. Bref, le nom m'échappe, mais il y a un terme pour isoler quelqu'un dans une entreprise. Et c'est exactement la même idée. C'est-à-dire, vous faites tout, vous coupez, vous le rendez infréquentable, vous faites tout, vous relevez chacun de ses défauts, vous le poussez à bout, etc. Et c'est ce que font actuellement les Américains avec la Chine. Et c'est ce que font d'ailleurs maintenant l'Union européenne. Et c'est là où d'ailleurs on a, à mon avis, un gros problème d'ordre, je dirais presque éthique et philosophique. Parce que j'ai toujours pensé que l'Europe pouvait être, avec peut-être d'autres, enfin certainement les Nations Unies pour lesquelles j'ai travaillé d'ailleurs, un organe où on pouvait créer la paix par la coopération, c'est-à-dire on travaille ensemble et puis quand vous travaillez avec quelqu'un, ben vous n'avez pas envie de lui tirer dessus, tout simplement. Or, actuellement, vous voyez dans les négociations, ça m'a frappé d'ailleurs l'autre jour, dès que l'Ukraine a décidé de s'engager dans des négociations avec la Russie à la frontière du Bélarus, le lendemain, l'Union européenne adopte un crédit de 450 millions pour acheter et distribuer des armes à l'Ukraine. Donc on est dans une dynamique où la communauté internationale, au lieu de se féliciter des accords, du dialogue et puis de négociations, etc., non, on vient pousser pour encore accentuer la guerre. D'ailleurs, quand on voit tous les efforts qui sont faits par tous les pays européens pour, alors je dirais les efforts pour ne rien faire, en laissant partir
partir les combattants, en laissant partir des jeunes comme ça, qui veulent venir s'engager, à qui on distribue des armes, et on voit d'ailleurs déjà, il y a déjà des gens à Kiev qui disent, vous trouvez ça sur YouTube, qui disent ces armes qui sont distribuées à n'importe qui, avec des gens qui sont pas formés, qui voient des Spetsnaz partout. Spetsnaz, c'est les forces spéciales russes. C'est aussi un truc que je connais bien. Le livre que j'avais écrit à ce propos, d'ailleurs, ça c'est marrant, il a été traduit illégalement d'ailleurs en russe, en Ukraine. Donc je connais bien ces forces spéciales, mais les gens ne les connaissent pas, donc ils voient partout, quand ils voient un type un peu bizarre comme ça, et tac, on commence à se tirer dessus, et c'est les citoyens qui se tirent les uns sur les autres. J'ai reçu des témoignages en ce sens aussi, oui. Oui, ça se fait avec la bénédiction de l'Union européenne. Donc on a une Union européenne qui, en définitive, accrédite, cautionne les bombardements du Donbass. Pendant 8 ans, il n'y a jamais eu de condamnation. On a même encouragé, en fait, les Ukrainiens, on n'a jamais essayé de les libérer. L'Europe ne veut pas la paix, vous dites. Non, l'Europe ne veut pas la paix. Clairement. Mais d'ailleurs, vous voyez, c'est pour ça que je parlais tout à l'heure de la ministre des Affaires étrangères canadienne, qui est d'origine ukrainienne et dont le père était un naziste. C'est à cause d'ailleurs des soviétiques qui s'est enfui au Canada, parce que c'était un collabo. Voilà. Vous regardez, Madame von der Leyen, son grand-père a des antécédents qui sont pas beaucoup plus glorieux, dans la même région. Vous regardez, Madame Nuland est aussi une ex-femme d'une famille réfugiée ukrainienne. Anthony Blinken, le secrétaire d'État américain, est lui aussi originaire d'Ukraine. Donc on a, je ne dis pas que ces gens sont nazis, je ne dis pas que ces gens sont d'extrême droite, je ne dis pas que ces gens... Mais c'est des gens qui n'ont pas un regard serein sur les choses. Mais j'ai aussi lu des publications disant que les fils de certaines de ces personnalités, Kerry également, faisaient du business en Ukraine. Alors oui, bien sûr, ça aussi, mais ça, si vous voulez, qu'on fasse du business, à la limite, si on veut faire du business, pourquoi pas, si ça correspond à la paix. Mais là, en l'occurrence, on voit très bien que ces gens, ces politiciens sont des gens qui mettent de l'huile sur le feu. Ils n'ont pas la distance nécessaire pour apprécier ce conflit en toute neutralité, en toute froideur. Ces gens viennent ajouter au problème plutôt que retirer la passion du problème. On est actuellement, quand je vois Bruno Le Maire, qui dit qu'il veut détruire l'économie russe et que le peuple russe en souffrira, je dois dire, pour moi, ça a été la source d'un écœurement considérable concernant les politiciens européens. Bruno Le Maire, le ministre de l'économie française. Bruno, le ministre de l'économie, c'est un type qui vaut rien.